Le Mageco vous est proposé par SolarBird, votre installateur photovoltaïque en Anjou. Au sommaire aujourd'hui du Mageco, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça pourrait être ça la devise de Femmes des Territoires. Le réseau de chefs d'entreprise lancé en 2019 au niveau national et depuis 2021 à Angers mise sur l'entraide pour développer l'économie pour développer l'activité économique de ses membres et promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Pour développer sa notoriété, le collectif organise plusieurs animations en juin. On en parle dans un instant. On entend souvent dire qu'ils n'ont pas le goût de l'effort, qu'ils sont trop exigeants ou encore que la fidélité n'est pas leur fort. Les préjugés sur les jeunes au travail sont pléthoriques, mais sont-ils justifiés? Et quelle posture le manager doit-il adopter face au bouleversement des mentalités auxquelles il fait face? Résister ou accompagner? C'est le débat de la semaine. Rendez-vous dans un quart d'heure environ. Enfin, le chômage des personnes en situation de handicap recule. Selon Gabriel Attal, il est même à son plus bas niveau depuis 15 ans. Mais le Premier ministre est obligé de le concéder. Ce niveau reste bien trop élevé, 2 fois plus que la moyenne nationale. Alors comment lever les freins à l'inclusion de ce public en entreprise? On va évoquer cet enjeu en troisième partie d'émission avec Romain Barraud, responsable d'agence chez Up Intérim, agence de recrutement 100% dédiée aux personnes handicapées. Vous écoutez le Mageco, nous sommes ensemble pour une heure d'information locale. Le Mageco, en partenariat avec le Journal des entreprises. Et bonjour à tous, merci de nous être fidèles pour ce nouveau numéro du Mageco sur RCF Anjou, animé comme chaque semaine en partenariat avec le Journal des entreprises, représenté par Olivier Amar. Bonjour Olivier. Bonjour Bastien. Comme il est de tradition, c'est vous qui démarrez cette émission avec votre première invitée. Il s'agit d'Elisabeth Desmond, qui est chef d'entreprise en Anjou et membre du réseau Femmes des Territoires. Oui, bonjour. Tout à fait. Bonjour Elisabeth Desmond. Bonjour. Vous êtes donc adhérente du réseau Femmes des Territoires. C'est un réseau qui est relativement récent. Il organise chaque vendredi en ce mois de juin une série de rendez-vous dans le département pour aller à la rencontre des entrepreneurs et des porteurs de projets. Le premier, ça a eu lieu vendredi dernier, c'était à Turcan. Le second sera à Chemilly en Anjou le 14 juin. Les 2 derniers à Angers les 21 et 28 juin. Avant d'évoquer ce parcours que vous proposez pendant le mois de juin, j'aimerais qu'on évoque ce réseau d'entraide. Qu'est-ce que c'est, Femmes des Territoires ? Alors, Femmes des Territoires, c'est une association nationale. Moi, je suis adhérente de l'antenne d'Angers. Donc, c'est un réseau qui est essentiellement tourné autour de l'entraide sur les compétences entrepreneuriales. Donc, c'est un réseau qui permet de sortir de sa solitude d'entrepreneur solo. Et la spécificité de l'antenne d'Angers, c'est qu'on crée justement des événements et ça aide les adhérentes à travailler à leurs compétences entrepreneuriales. Ça permet de développer notre réseau, de rencontrer d'autres entrepreneurs et de partager le réseau avec les partenaires de l'association. Ça avait été lancé en Bretagne, je crois, c'était en 2019, sous l'impulsion de Marie-Éloi, qui a aussi lancé un réseau qui s'appelle Bouge ta boîte. Combien vous êtes en Anjou ? Alors en Anjou, on a une 50aine d'adhérentes réparties sur le Maine-et-Loire. Et à qui ça s'adresse précisément? Uniquement des femmes qui viennent de créer leur entreprise? Non, justement. Ça s'adresse aussi bien aux femmes qui sont dans le souhait de créer une entreprise que celles qui sont déjà entrepreneurs. Et on partage ensemble autour de coworking à Angers, autour d'événements et par la plateforme Femmes des Territoires. On partage des coups de pouce, des événements, des ateliers. Et voilà, qu'on soit en cours de création ou déjà entrepreneur, il y a toujours des compétences qu'on peut se partager. C'est quel type d'entreprise ? Alors, c'est des entreprises donc féminines, créées par des femmes. Et ça peut être tout type d'entreprise. Donc, des entreprises du digital, de la santé, de l'enseignement. Vraiment, il y a tout type d'entreprise. Tout est représenté. Est-ce que c'est important quand on crée une entreprise, comme vous l'avez fait récemment, on va en parler, de pouvoir échanger et de partager des expériences comme ça ? Exactement, c'est essentiel de pouvoir sortir de sa solitude, je l'ai dit, et aussi pouvoir remettre en question constamment notre projet en discutant avec d'autres entrepreneurs, en partageant nos difficultés, en célébrant aussi nos réussites. De ne pas rester seul chez soi et pouvoir partager tout ça, c'est très enrichissant. Alors vous-même, vous avez donc créé votre entreprise, c'était en fin d'année dernière, oui. Fin 2023, ça s'appelle Boissana. De quoi vous avez eu besoin ? De réseau, de conseils, de partage de compétences, d'échanger avec d'autres personnes ? Oui, exactement. Donc moi, j'ai pu profiter de l'accompagnement de la CCI, déjà, qui permet de rythmer le projet. On a des rendez-vous réguliers et on peut comme ça avancer dans le projet de manière
efficace. Donc bâtir un projet entrepreneurial durable et faire partir d'un réseau aussi. Ça permet aussi de voir d'autres manières de réfléchir, d'autres sources de compétences avec les autres adhérentes et aussi les partenaires de l'association. Ça, c'était avant de lancer l'entreprise. Une fois qu'elle est lancée, on a toujours besoin d'échanger aussi. Voilà, c'est ça. Exactement. Sur les mêmes problématiques qu'avant, ou il y a de nouvelles problématiques qui apparaissent? Il y a justement de nouvelles problématiques qui apparaissent tout au long du parcours entrepreneurial. Ah, vous avez créé Boissana fin 2023. Qu'est-ce que c'est? Alors, Boissana, c'est un site en ligne de vente de boissons. Donc, je distribue des boissons que j'ai dénichées un peu partout en France. Donc, c'est des boissons de qualité qui permettent de prendre un apéritif sans modération, parce que ce sont des boissons à la fois sans alcool, naturelles et raisonnables en sucre. Donc, c'est des choses qu'on ne trouve pas en grande surface, des boissons plus qualitatives. D'où elle est venue cette idée de créer une entreprise? Vous étiez salarié dans une entreprise du Choletais. Qu'est-ce qui motive un jour à changer complètement de vie et passer à l'entrepreneuriat? Alors moi, j'avais l'envie de créer une entreprise depuis très longtemps. Depuis que j'étais jeune, j'avais fait une école de commerce dans cet objectif. J'avais démarré par le salariat parce que je ne me sentais pas toute jeune de créer ma société. Et arrivé vers la quarantaine, je me suis dit qu'il était temps là, de passer à l'étape que je joue toujours, donc créer ma propre entreprise. Donc j'ai cherché dans quel domaine j'allais pouvoir créer ma société, et c'est parti de moi, ma frustration, de moi qui ne bois pas d'alcool. Je ne trouvais jamais des boissons vraiment agréables à boire à l'apéritif. C'est un parcours compliqué, c'est une prise de risque, lancer une entreprise? C'est une prise de risque, bien sûr, mais voilà, faut mesurer les risques et s'entourer pour justement avancer de manière durable. Elisabeth Desmond, vous dites, finalement, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis toute jeune. Pourquoi attendre 40 ans pour se lancer? Est-ce qu'on ne se sent pas forcément légitime? Est-ce qu'on réseaute moins aussi quand on est une femme? Qu'est-ce qui fait que, au départ, non, on préfère prendre des précautions? Alors, moi, c'était plus par prudence. Je voulais acquérir de l'expérience, mettre aussi de l'argent de côté. Donc, être salarié, ça permet quand même de mettre un peu d'argent de côté. Et puis, il y a la carrière, la vie qui fait que les années passent très, très vite. Et j'avais un peu oublié mon envie de départ. J'ai eu aussi une carrière très intéressante. J'ai eu des projets très intéressants à mener. Donc le temps est passé très vite. Vous dites qu'il y a des interrogations, des questionnements quand on crée une entreprise. Vous les avez eus, ces questionnements et ces interrogations. Est-ce que vous les retrouvez chez les adhérentes de Femmes des Territoires? Est-ce qu'on a les mêmes problématiques qu'on crée? Vous le disiez, il y en a dans le digital, il y en a dans la santé, il y en a dans l'enseignement, enfin l'éducation, etc. On retrouve ces mêmes problématiques? Oui, il y a souvent des problématiques assez similaires. Déjà, par quoi commencer? Juste comment faire? Ça, c'est comment faire, alors qu'il y a un processus quand même assez clair à suivre quand on est bien accompagné. Donc faire une étude de marché, faire un business plan, tout ça, c'est toutes des étapes par lesquelles il faut passer. Et il y a aussi des questions comme le statut juridique qui reviennent très souvent. Alors justement, le réseau Femmes des Territoires, il propose une série de rencontres en ce moment, pendant ce mois de juin. La première, ça a eu lieu donc à Turcan vendredi, les 3 autres, Chemillé puis Angers. Comment elles se déclinent et à qui elles s'adressent, ces rencontres-là? Alors on a imaginé ce parcours entrepreneur en herbe autour du thème du végétal. Donc c'est 4 dates, tous les vendredis du mois de juin, qui est ouvert à tous, pas seulement aux adhérentes de Femmes des Territoires, mais à tous, aussi bien les hommes que les femmes. Oui, quand aussi vous bien dites les tous, créateurs. C'est les hommes et les femmes. Ouais, ouais. Aussi bien les créateurs, ceux qui ont envie de créer une entreprise, ceux qui ont cette idée mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc aussi bien les créateurs que ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui ont besoin justement de continuer à avancer dans leur projet. Alors l'idée, c'est de l'articuler autour du végétal comme une plante, c'est-à-dire que c'est progressif en fait. Exactement, ouais. On parle de la graine, on met un terreau propice au projet, on fait germer le projet et on va jusqu'à la pousse
du projet entrepreneurial. Donc tout ça en 4 étapes. Les 2 premières, Turcan, Chemillé. Est-ce que aller à Turcan et à Chemillé en Anjou, c'est aussi l'occasion pour Femmes des Territoires d'aller à la rencontre des gens sur les territoires? On sait que les réseaux, souvent, ils sont articulés autour des villes et peu à la campagne. C'est important d'aller comme ça à la rencontre des entrepreneurs sur le terrain? Exactement. Donc, Femmes des Territoires à Angers, dans le Maine-et-Loire, c'est 50 entrepreneuses, 50 adhérentes qui sont réparties sur le territoire. Donc, si on reste toujours à Angers, on ne voit pas celles qui sont un peu plus loin. Donc voilà, là, c'est les adhérentes d'Angers qui se déplacent à Turcan, à Chemillé et qui vont à la rencontre d'autres entrepreneuses. Et vous parlez beaucoup d'entraide depuis tout à l'heure, de conseils. On va chercher des conseils chez les unes, chez les autres. Est-ce qu'on fait du business aussi? Est-ce que c'est un réseau de business, Femmes des Territoires? Alors, l'entraide, c'est vraiment la valeur principale. Après, le business, il se fait un peu de manière détournée. On acquiert de la visibilité, justement, en échangeant entre nous, en faisant des événements comme celui qui a lieu tout au long du mois de juin. Mais on ne s'échange pas nos cartes de visite pendant les rencontres. C'est une conséquence qui arrive voilà, plus tard. C'est de la visibilité qui se fait petit à petit par la confiance. Est-ce que l'objectif de ces rencontres, il est aussi donner envie d'entreprendre? Vous disiez, il y a des gens qui commencent à avoir un projet ou qui commencent à mûrir un projet. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat, quoi? Et puis peut-être aussi casser des mythes qui font que c'est peut-être faisable pour tout le monde ou presque. Voilà, oui, c'est pour aider à se lancer et démystifier l'entrepreneuriat. Donc, par exemple, jeudi, on a un jeu de plateau. Donc, c'est un jeu stratégique qui a été créé par la Banque de France. Et voilà, autour d'un jeu, c'est plus facile de s'approprier les compétences de l'entrepreneur. Un dernier point, on a connu un engouement pour l'entrepreneuriat avec la crise du Covid, avec plein de gens qui ont voulu changer de vie, etc. Est-ce que vous sentez vous-même qu'on a toujours cet engouement, ou est-ce que les gens sont plus prudents depuis quelque temps avec l'inflation, avec la hausse des coûts, etc.? Alors, il y a eu beaucoup de remises en question suite au Covid, exactement. Après, effectivement, la politique, l'économie actuelle peut éventuellement freiner, mais on sent qu'il y a quand même une envie profonde de changer et de devenir plus, d'aller vers l'entrepreneuriat. On le rappelle, Elisabeth Desmond, 3 rendez-vous encore qui sont à destination des entrepreneurs et des porteurs de projets, organisés par Femmes des Territoires. Donc le 14, c'est à Chemillé en Anjou, c'est ça? Voilà, à Chemillé en Anjou, donc l'objectif, c'est de réfléchir au terreau, ce qu'il faut mettre en place, le terreau entrepreneurial, pour bien faire germer l'idée entrepreneuriale. Donc autour du jeu de plateau, avec notre partenaire, la Banque de France. Donc ce sera à Chemillé et ce sera suivi d'une visite guidée du château de la Tour-Landry avec un afterwork. Ok, et puis 2 autres dates à Angers les 21 et 28 juin, c'est ça? Voilà, si on veut s'inscrire Si on veut s'inscrire, il faut aller sur LinkedIn, rechercher le profil d'Émilie Besson. Émilie Besson, c'est la coordinatrice de l'antenne d'Angers. Et là, vous retrouverez tout le descriptif du parcours et vous pourrez vous inscrire. Et puis évidemment un site internet pour retrouver toutes ces informations, femmesdesterritoires.fr. Merci beaucoup, Elisabeth Desmond, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On reste dans l'actualité de l'économie en Anjou, quelques informations et on commence, Olivier, avec des nouvelles de Branjon. Oui, le groupe Branjon installé à La Pommeraye qui œuvre dans la gestion des déchets, la logistique et le transport vient d'ouvrir un nouveau site qui est dédié à la préparation du CSR, c'est le combustible solide de récupération, au recyclage et à la valorisation. Un nouveau site en Charente-Maritime. Il dispose déjà de 4 déchetteries professionnelles dans l'agglomération bordelaise et en Charente. Il se renforce ainsi en Nouvelle-Aquitaine. Déployé dans le domaine de la gestion des déchets sur un territoire qui va du Havre jusqu'à Bordeaux, le groupe Angevin dispose désormais d'un réseau de 24 déchetteries professionnelles dans le Grand Ouest. À l'approche des JO, l'entreprise GoMove fait parler d'elle. Oui, GoMove, c'est une entreprise qui est installée à Écouflant, qui est spécialisée dans la conception et la pose d'équipements sportifs. Elle va mettre à disposition des modules pour les forces armées déployés en Ile-de-France à l'occasion des JO de Paris. Ce sont 15 modules qui seront loués pour 2 mois et demi, installés aux abords de différents sites qui hébergent des militaires. Le marché a été passé avec l'Economa des armées. L'entreprise, elle a été lancée en 2014 par Christophe Tellier. Elle propose une série de modules sportifs en accès libre. Elle emploie 7 personnes. Elle a déjà livré plus de 120 modules en métropole, en Corse.
achetée par l'armée française. Elle a aussi équipé des services de police, une centaine de communes, et puis elle exporte également des équipements, entre autres en Belgique, au Danemark, au Qatar ou encore au Gabon. Et puis on termine avec l'actualité de BMG. Oui, BMG, dont le président Nicolas Ramé, qui sera votre invité la semaine prochaine. On le recevra la semaine prochaine. Voilà, c'est un groupe angevin de promotion immobilière qui est basé à Chambellay. Il avait repris le bâtiment Trigone à Angers. Vous savez, cet immeuble de bureau de 17 500 m² qui est implanté depuis les années 70 dans le quartier d'Orgemont. Il y a des travaux de réhabilitation qui avaient été lancés en 2018. Le site, il héberge pas mal de sociétés. Il accueille aussi désormais sur 1250 m² un espace de coworking qui s'appelle B-Coworker. C'est la marque développée par le groupe BMG avec une trentaine de bureaux. Et puis cet espace B-Coworker du Trigone, c'est le 20e depuis la création de la marque en 2020. C'est le second en Maine-et-Loire. Il y en a un autre qui avait été inauguré en juin 2022 à Trélazé. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces informations. On poursuit notre émission avec les débats de l'écho. Les débats de l'écho, RCF Anjou. Et on va parler management dans notre débat de la semaine. C'est pas nouveau, mais c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Le recrutement, l'intégration et la gestion des nouvelles générations dans l'entreprise. Alors les clichés, on la dent dure. Ils sont régulièrement alimentés par des témoignages de chefs d'entreprise, de managers ou de simples collaborateurs. On entend souvent dire que les jeunes qui entrent sur le marché du travail ont tendance à être exigeants, parfois trop, à en croire certains. Ils veulent un contrat qui leur permette un équilibre vie pro, vie perso, des horaires flexibles, du télétravail, de la transparence, un employeur qui s'engage pour la planète, etc., etc. Et puis en même temps, ils n'auraient pas le goût de l'effort, le sens du sacrifice, ils ne seraient pas enclins à accepter l'autorité, et j'en passe. Alors mythe ou réalité, est-ce que les mentalités ont réellement évolué et dans quelle mesure? Et puis comment le manager doit-il faire face à tout cela? On va prendre le temps d'en discuter avec Fabien Pelletier, consultant associé chez Pléiade Consulting, société de conseil en stratégie d'entreprise et ressources humaines. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis également avec nous en plateau Alexis Voisard, dirigeant de Perform, cabinet de conseil en ressources humaines implanté à Angers. Bonjour Alexis. Bonjour Bastien. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'échanger d'abord sur ce sujet. Juste d'abord une question qui me taraude. J'en ai pas parlé volontairement, j'ai pas parlé de génération Z parce qu'on a tendance aujourd'hui à parler de génération X, Y, Z. Est-ce qu'on a raison de faire comme ça? Est-ce que c'est pertinent de réfléchir par génération et d'enfermer les gens par génération, Alexis? Alors, ce n'est jamais pertinent d'enfermer les gens. Après qu'il y ait une réalité de génération, effectivement, je le crois, avec des bornes extrêmement floues. Et donc, c'est en ça qu'il faut être prudent. Pour autant, il y a des tendances qui s'inscrivent et qui, d'une génération à l'autre, évoluent. Mais c'est limite un débat philosophique parce que certains vont estimer qu'il y a aussi des constantes entre les générations. Voilà, en tout cas, essayer de comprendre les générations qui arrivent à mesure que la génération qui précédente passe et vieillit, c'est pas inintéressant comme sujet. D'accord, Fabien, avec ça? Oui, je suis d'accord avec ce que dit Alexis. C'est très difficile de mettre des gens dans des cases. En même temps, c'est vrai qu'il y a des choses qui se reconnaissent dans une génération au travail, ce qui est différent de générations tout court. Donc on a des générations qui sont au travail aujourd'hui, qui vont de 25, on va dire, jusqu'à 65 ans. Et la façon d'être au travail aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 10 ans, qu'on ait 65 ans ou qu'on ait 25 ans. Donc c'est des générations au travail. Oui, il y a peut-être des choses à regarder. Alors justement, c'est quoi, selon vous, aujourd'hui, les spécificités de la jeune génération, la dernière qui vient d'intégrer le marché du travail? Alors, moi qui ai 47 ans, je trouve que des gens jeunes sont des gens qui ont moins de 50 ans. Vous faites partie de la jeune génération, c'est ça? Évidemment, je suis assez déçu que vous l'ayez pas relevé tout de suite. Les jeunes au travail, c'est hyper compliqué à dire. On se dit qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est ceux qui ont moins de 35 ans. Alors, je ne sais pas où mettre la borne. Ce qu'on apprend aussi, c'est de se dire qu'une génération, aujourd'hui, je parle de génération, non pas de génération génétique, mais de génération qui pense un peu différemment. Ouais. Aujourd'hui, c'est 5 ans. 5 ans. Hein. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 30 ans est déjà considéré comme un dinosaure par quelqu'un qui a 25 ans. Donc, c'est des choses qui sont particulières parce que les gens qui sortent d'école à 25 ans ont une connaissance notamment de Internet, du codage, de ce genre de choses qui est très forte, mais qui se grille, j'allais dire, très très vite. Donc, on a des générations au travail qui ont tendance à travailler ensemble. Donc, c'est ça qui est un peu... Mais c'est peut-être ça qui a évolué aussi, c'est que les mentalités changent de plus en plus vite et on a des différences de comportement au travail de plus en plus récurrents entre les générations, entre guillemets. Alors c'est certain qu'il y a sans doute cette accélération, au même titre que la société dans laquelle on est accélère aussi vite, et donc effectivement les choses sont vite remises en cause.
Moi, je dirais peut-être que la génération qui vient, il y a quelque chose qui est peut-être moins lisible que dans les générations précédentes. Je trouve beaucoup de paradoxes ou de contradictions dans des signaux qui sont envoyés par les générations actuelles. Difficile d'anticiper. Oui, on va entendre des choses qui, en fait, et les deux doivent se réconcilier. C'est ça qui rend l'exercice difficile. Mais on va entendre j'ai besoin de sens et on va entendre mon job, c'est d'abord un job alimentaire. On va entendre j'ai besoin d'un collectif et en même temps, moi d'abord. Et tout ça, en fait, me semble-t-il, est peut-être un peu la définition de la génération actuelle. Et je dis ça sans jugement d'abord. C'est plutôt une réalité à laquelle le manager doit faire face et qui est donc, en conséquence, difficile à appréhender. Est-ce que c'est une génération... Est-ce qu'on peut dire que c'est une génération plus volatile que la précédente ? Est-ce que c'est... On a l'impression quand même qu'elle est moins attachée à un poste. Alors ça, c'est certain, c'est factuel. On l'observe dans peut-être le rapport au travail a clairement évolué. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans des raccourcis ou dans effectivement des poncifs. Est-ce que les générations actuelles consomment davantage le travail ou se sentent davantage libres dans leur travail ? Peut-être qu'elles ont mis derrière elles l'exercice de projection. Je crois aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup des jeunes qui disent « j'ai un plan de carrière » ou « je construis un plan de carrière ». On entend plutôt « j'ai envie de vivre une expérience qui durera ce qu'elle doit durer ». Voilà. Donc ça peut-être, c'est un élément nouveau aussi. Donc est-ce que c'est de la volatilité ? Je ne sais pas, mais c'est clairement un rapport au travail qui a évolué. Ça, c'est sûr qu'il y a quelques temps, on vous aurait dit ce type-là est plutôt instable. Aujourd'hui, on va vous dire tiens, il est plutôt adaptable, quoi. Il va d'un poste à un autre. Est-ce que c'est le rapport finalement à la fidélité qui a aussi évolué, Fabien ? Alors, fidélité, on est fidèle à quoi ? On est fidèle à l'entreprise, on est fidèle au patron, on est fidèle à ses collègues, on est fidèle à ses convictions. Ça peut être particulier. Je rejoins ce que disait Alexis en disant qu'aujourd'hui, on a quand même des injonctions contradictoires qui nous sont données, notamment dans les recrutements ou dans les entreprises qu'on est en capacité d'aller voir. Donc, on entend énormément parler du sens, c'est-à-dire qu'un salarié va aller dans l'entreprise à partir du moment où il y a du sens. OK, mais quand on l'interroge, à 66%, ils disent que c'est la REM qui les intéresse en premier. La REM, c'est la rémunération. Donc, il faut... C'est vraiment des injonctions contradictoires. Oui, j'irai pas travailler chez Total, d'accord, mais il va te proposer 200 000 euros par an. Oui, alors j'ai dit que j'irai pas travailler chez Total, il faut peut-être que je réfléchisse un peu. Contradictoires, elles sont à prendre en compte par le chef d'entreprise. Pareil, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais quand on nous dit je veux absolument qu'on ait des événements en commun, c'est important de pouvoir discuter avec ses collègues et je veux être 4 jours sur 5 en télétravail. Moi, je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas répondre. Donc, il faut qu'on repose, il faut que le manager, il faut que le chef d'entreprise repose malgré tout le premier sujet de l'entreprise qui est de gagner de l'argent. Il se trouve que dans le cabinet, nous, on s'occupe aussi des entreprises qui ont quelques difficultés. Je peux vous assurer que quand vous avez une entreprise qui a un pied dans la tombe et l'autre qui glisse, elle se pose une question essentielle. Comment je fais pour retrouver de la rentabilité, pour assurer derrière de payer mes salaires et de là, de faire autre chose qu'un job alimentaire. Comment... je me mets à la place des managers. Sur quel pied danser, en fait ? Vous parlez d'injonctions contradictoires. C'est hyper compliqué de se positionner par rapport à ça, Alexis. Alors oui, c'est compliqué. Pour autant, il y a des vieux réflexes qui peuvent venir comme tous des cons, il y en a marre. Et donc, comme manager, on peut vite se mettre dans la posture du vieux con, pour le coup. Et on peut passer beaucoup de temps, notamment à la machine à café, à se dire que c'était mieux avant et que etc., etc. Donc, je crois que le premier réflexe que doit avoir le manager, c'est de quitter cette posture et de se dire, en fait, je sors du jugement et donc soit je me mets contre ces jeunes générations, soit j'essaye d'entendre ce qu'ils ont à me dire. Et à ce titre, il y a des initiatives extrêmement intéressantes qui existent. Je prends une entreprise comme Signorizza avec laquelle on a la chance de travailler, qui à la fois a mis en place un comité émergence, donc une espèce de comité externe de jeunes pour écouter leur voix au regard de leur cible de clientèle propre, qui sont en train de revisiter leur modèle social pour permettre à des personnes qui ont un autre rapport au travail de faire cas de leur réalité, de leurs contraintes, si elles veulent travailler que 3 jours par semaine dans la restauration. C'est la restauration, c'est possible. Si je ne veux pas travailler le week-end, c'est possible. Donc on s'adapte à ces parcours. Après, il y a toujours la question de rentabilité, comme dit Fabien. Oui, bien sûr. Mais comment, en fait, j'en fais une donnée d'entrée plutôt qu'une contrainte. Voilà. Et ça, j'ai expérimenté dans un des réseaux auxquels j'appartiens. On a mis en place un co-dev, donc un co-développement avec des jeunes où des dirigeants posaient des
problématiques et les jeunes, au même titre que les autres, c'était des étudiants, donnaient des contributions et qui étaient pertinentes. Donc comment cette voix des jeunes, finalement, on l'entend, on l'écoute profondément. Et ça, je crois que c'est le premier pas de côté que le manager a à faire. Le deuxième, je crois, et on pourra peut-être approfondir la question, c'est rentrer dans une relation adulte-adulte avec les jeunes, avec chacun des collaborateurs, quel que soit l'âge, mais peut-être en particulier avec cette génération. Votre analyse, Fabien, là-dessus ? Il faut peut-être remettre, on est chez RCF, l'église au milieu du village, c'est-à-dire que l'entreprise, elle doit expliquer clairement quels sont ses besoins. Je prends toujours cette fameuse blague du restaurateur, puisqu'on parlait de Signorizza. Si vous voulez faire serveur de restaurant et que vous dites mais c'est insupportable que tout le monde arrive en même temps le midi, faut changer de job, quoi, parce qu'en général, tu viens déjeuner plutôt entre midi et 14h, et si tu trouves que c'est le rush, c'est qu'il faut pas y aller. Je viens de vivre une expérience où avec mon groupe, on était en séminaire hier, et à 22h, le restaurant fermé, parce qu'ils n'ont pas de personnel qui accepte de travailler après. Moi, ça me pose un vrai souci, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, comment on va faire ? C'est-à-dire qu'on va fermer des pans entiers de l'économie parce qu'on ne trouvera pas des gens, parce qu'on leur a dit, mais ça, il faut pouvoir bosser à cette heure-là. On a tendance à dire amen à tout, c'est ça que vous dites ? Il y a un peu de ça, et parce que le Covid et l'économie nous ont un peu tout bouleversé. Donc, de repositionner des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai eu, dans notre cabinet, on a eu un consultant qu'on voulait recruter et qui, à la fin de l'entretien, pose la mauvaise question, qui me dit, est-ce que vous travaillez le vendredi ? Alors, il se trouve qu'on accompagne des entreprises aussi en difficulté. Et donc, moi, j'appelle, quand le dirigeant m'appelle le vendredi pour dire qu'il est en difficulté, je fais excusez-nous, mais on est fermé. Ouais. Donc, ça vous énerve, ça ? Alors, c'est pas que ça énerve, c'est-à-dire que c'est, encore une fois, les injonctions contradictoires. On nous a dit qu'on devait, l'entrepreneur, le bonheur au travail. Alors, moi, je ne dois pas le bonheur au travail de mes salariés. Et je dis aux entreprises qu'on accompagne qu'ils ne leur doivent pas le bonheur. Hein. Ils leur doivent le bien-être, ce qui n'a rien à voir. Le bien-être au travail, c'est des conditions de travail qui sont correctes, qui sont acceptables. Mais on a mis dans la tête pendant 3-4 ans, il y a même une petite dizaine d'années, que l'entrepreneur, finalement, il était responsable d'à peu près tout. Ben non, il n'est pas tout à fait responsable de tout, l'entrepreneur. Alexis, je voulais réagir. Oui, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que dit Fabien, au sens où... même si je comprends le fond de sa pensée, le risque de mon point de vue, c'est que le dirigeant, le manager, bascule, ou reste du moins, dans une posture un peu glissante qui est « c'est moi qui ai raison, on va voir qui est le plus fort ». Et donc, sans rentrer bien évidemment dans une posture inverse qui serait oui, pardon de t'avoir demandé quelque chose, là je rejoins Fabien, je pense qu'il faut rentrer dans un rapport extrêmement adulte-adulte, c'est ce que j'essaie d'exprimer, c'est-à-dire en responsabilité. Tu as des droits, tu as des devoirs, tu as un contrat de travail qui nous lie, et moi-même, j'ai des droits et des devoirs vis-à-vis de toi. Donc, c'est très... voilà, en fin de compte, on se redit les choses explicitement, je pense que c'est ce que voulait dire Fabien, on les repose et on est dans cette relation adulte-adulte de co-responsabilité. Néanmoins, on observe qu'il y a des exigences qui sont importantes. Est-ce qu'ils ont raison, ces travailleurs, aujourd'hui, d'être aussi exigeants ? Mais la question n'est pas pour moi d'avoir raison ou tort. Et je dirais que l'employeur n'a pas vocation à être le père de substitution du jeune pour qu'il se construise et de lui expliquer qu'on va t'éduquer. Donc, il s'avère que peut-être que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail ne se projettent pas du tout dans le long terme. En tout cas, ce n'est pas leur sujet du jour. Donc, on va leur faire passer des entretiens professionnels. On va essayer de les accompagner dans cette dynamique. Mais si c'est pour qu'ils nous disent après qu'un mois après, ils disent en fait, j'ai décidé de partir, on peut leur dire que ce n'est pas correct, mais c'est un fait. Donc, je crois qu'il faut encore voir ça comme une donnée d'entrée. Et plus on exerce le jeune à être dans une posture d'adulte, qui pour moi est un vrai sujet par rapport à des jeunes qui peuvent être, et pas que les jeunes, dans une posture parfois un peu enfant, plus on les exerce à être dans une posture adulte, ce qui suppose que le manager soit lui-même en posture adulte et pas en posture de parent, alors on équilibre et on rentre dans cette co-responsabilité. Voilà, moi, manager, mon équation. Comment on va faire par rapport au fait qu'on va avoir des appels le vendredi, comment on les traite, comment on s'organise. Oui, tu as envie de prendre tes congés en août parce que ta famille et ta belle-famille les prennent en août et puis ta conjointe, mais la réalité, c'est qu'il va falloir qu'on s'organise tous ensemble. Et ça, tu peux le comprendre, bien évidemment, parce que tu es une grande personne. Est-ce qu'on peut encore dire les choses frontalement aussi ? Ou est-ce qu'un manager est toujours dans la peur de se dire tiens, il va se barrer ou Alors c'est structurel et conjoncturel. Alors frontalement, jamais. Il
faut arrondir les angles. Arrondir les angles. Mais en ce moment, c'est plutôt conjoncturel, puisque le marché, il est plutôt du côté des recrutés que des recruteurs. C'est en train un petit peu de s'inverser. Et donc, quand vous êtes sur un marché ou sur un marché de recruter, vous jouez votre jeu. Hein. donc, on le fait comme ça. Moi, je crois énormément à la notion de contrat. C'est-à-dire que contractualiser, alors il y a un contrat écrit, et le moral est bien sûr important, mais le contrat écrit de dire voilà ce que j'attends de toi en tant que salarié, et puis que lui-même, le salarié, pose la question de qu'est-ce que j'attends de l'employeur. On entend souvent en ce moment, oui, la jeune génération est désengagée. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que l'engagement, en fait. L'engagement, c'est à partir du moment où tu respectes ce qu'il y a dans ton contrat. Alors après, des salariés peu scrupuleux, il y en a, des patrons peu scrupuleux, il y en a aussi. Donc quand il y en a qui disent il ne veut pas faire 5 heures sup par semaine, j'étais habitué à autre chose, c'est peut-être ça qu'il veut dire. D'accord, mais dans le contrat, c'est marqué quoi Qui fait 35 heures et tu demandes qu'il fasse 40 ? Non, refais ton contrat. Donc c'est cette notion de contrat de dire au démarrage, on est d'accord sur ça et ça je ne signerai pas et ça je suis capable de m'adapter. C'est ça qui est important, cette notion de contrat. Et je terminerai en disant que dans les années qui viennent, on sent poindre la notion de client-fournisseur plus que de salarié. C'est-à-dire que des gens qui vont peut-être être en freelance, qui vont peut-être être en CDD et qui accepteront de faire des missions particulières, mais avec un contrat. Et donc là, le contrat de freelance, il doit être extrêmement bien écrit et de part et d'autre. Mais parce qu'il rejette en quelque sorte aussi le lien de subordination ? Je ne sais pas si c'est un rejet, c'est en fait... moi, si je suis chef d'entreprise, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un rejet de la subordination, c'est parce que j'ai une envie de liberté que je ne trouvais peut-être pas à côté, mais j'ai été salarié et les liens de subordination m'ont jamais gêné. C'est une autre envie, une autre étape. Donc, encore une fois, là, on met des gens dans des cases en disant il ne veut pas de subordination, il ne veut pas de ceci. Il y a des moments de la vie où on a envie d'autre chose et leur laisser le choix, en fait. Vous le sentez aussi, Alexis ? On va terminer avec ça. Oui, moi je dirais que peut-être ce qui a un peu évolué, c'est que dans les générations précédentes, dont je fais arriver un respect peut-être a priori de la fonction, là où aujourd'hui il y a d'abord un respect de la personne. Et pas d'abord un respect de la fonction. Ok, il s'avère que c'est le dirigeant de la boîte, mais moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Ce qui m'importe, c'est qu'on soit en proximité, c'est qu'on ait un qui me respecte, que je me sente respecté. Et bien sûr, j'aurai du respect pour lui. Et je l'ai vécu la semaine dernière dans un événement où des jeunes avaient l'opportunité d'exprimer l'entreprise de leur rêve. Et c'était ça. C'était la simplicité de rapport avec le dirigeant. Mais bien sûr, je respecte son autorité. C'est à lui de prendre des décisions que moi, je ne suis pas capable de prendre. Donc peut-être, voilà, pour conclure, respect davantage de la personne avant le respect de la fonction. Ça, c'est peut-être une donnée qui a changé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris la parole sur ce sujet. Fabien Pelletier, consultant associé chez Pléiade Consulting. Alexis Voisard, dirigeant de Perform, cabinet de conseil et ressources humaines. Merci à tous les deux. On fait une petite pause, page de publicité, puis on se retrouve juste après pour parler cette fois inclusion des travailleurs handicapés en entreprise. On recevra cette semaine Romain Barraud, responsable d'agence chez Up Intérim, agence de recrutement 100% dédiée aux personnes handicapées. A tout de suite. La troisième et dernière partie du MagEco, on va évoquer à nouveau un problème de société. Selon l'INSEE, la France compterait aujourd'hui parmi sa population environ 3 millions d'actifs reconnus handicapés par l'administration. Et l'an dernier, seuls 45% de ces travailleurs occupaient un poste. Malgré un taux de chômage qui tend à diminuer, beaucoup peinent à intégrer le marché de l'emploi. Pour les y aider, de nombreuses initiatives se développent, évidemment. La semaine dernière encore, la ville de Cholet organisait un grand forum emploi et handicap pour favoriser la rencontre entre les recruteurs et les candidats. Mais alors, qu'est-ce qui cloche ? Comment expliquer que le chômage des personnes handicapées soit quasiment 2 fois plus élevé que la moyenne nationale ? On va essayer d'identifier les freins à l'employabilité de ce public avec un acteur économique dont le but est justement de faciliter l'inclusion des handicapés en entreprise. Romain Barraud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable d'agence chez Up Intérim, une agence de recrutement 100% dédiée aux personnes handicapées. Création assez récente, 2021 ? 1er janvier 2021. 1er janvier 2021, avec un statut de société coopérative, hein, c'est ça ? Une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Qui a été créée par qui ? Comment ? Alors, par 5 membres fondateurs, dont 2 en Anjou, même 3, ODA, Caléa, Hippolaïs, l'ADAPI. Donc des acteurs qui travaillent déjà avec ce public-là. Qui ont un statut d'entreprise adaptée, qui se sont mis autour de la table en se disant on a une opportunité de créer cette structure. L'État nous donne l'opportunité de créer une entreprise adaptée de travail temporaire. On y va, on n'y va pas. Et du coup, voilà, en 2020, ils ont décidé d'y aller et créer au 1er janvier 2021 Up Intérim. Ils y vont parce que les autres agences ne font pas le job ou pas assez ? Alors, ils y vont déjà parce qu'un statut particulier a été créé et qui n'existait pas avant. Ils n'y vont pas forcément pour eux.
aller chercher un public handicapé. Ils ont d'autres j'allais dire, sourceurs. Ouais. Et le modèle de l'intérim reste assez onéreux pour leur modèle économique. Donc du coup, ils y vont plus pour créer une passerelle pour que leurs propres salariés puissent un jour retourner en milieu ordinaire. C'est un peu l'idée. Et du coup, ils y vont parce qu'ils ont des valeurs partagées et bien sûr sont en lien avec cette idée-là. Donc, Vous qui avez un œil sur le marché de l'emploi, on nous dit que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est au plus bas depuis 15 ans. Enfin, c'est Gabriel Attal qui le dit il y a encore quelques jours. Est-ce que vous partagez ce constat-là, et notamment pour notre territoire ? Vous parliez du forum la dernière fois. Oui, forum à Cholet. Les chiffres ne dénotent pas cette baisse-là. On est toujours sur 2 fois plus important quand on est à 5% sur des bassins d'emploi comme Cholet, donc très bas. On va avoir 10% de taux de chômage pour les personnes en situation de handicap. Alors, une baisse de combien, je ne sais pas. Peut-être qu'on est peut-être à 9,4% quand on est à 5%. Donc ils sont encore nombreux à attendre de pouvoir intégrer une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le profil des personnes que vous accompagnez ? Alors, sur Angers, en tout cas, le profil, j'allais dire, le candidat type, c'est plus de 45 ans, peu ou pas qualifié avec des diplômes infra-bac, et à 60-70%, un handicap plutôt moteur, lié à une usure. Un accident de la vie ou une usure, ouais. Oui, et surtout une première carrière qui a fait qu'un des membres supérieurs ou inférieurs a lâché. Je parle des épaules, du dos, ce que retrouvent les entreprises quand ils sont amenés à licencier pour inaptitude. Donc oui, on les retrouve. Alors pas que, on est ouvert à tout type de handicap, que ce soit psychique, auditif, voilà. Personne en fauteuil. Oui, on a. Mais c'est pas la majorité, quoi. C'est ça que vous dites. Alors non seulement c'est pas la majorité de nos candidats, mais ce n'est pas la majorité des personnes en situation de handicap qui représentent. Mais on y pense spontanément quand on pense handicap. C'est peut-être un leurre, mais c'est le fameux cliché du fauteuil roulant, de la personne trisomique. Et de l'aveugle, en fait, et qui ne représente ces handicaps-là que même pas 10%. Le reste des maladies invalidantes, moteurs ou d'autres types de maladies, mais psychiques. Je pense à des gens qui ont, si je peux me permettre, pété un câble à un moment de leur vie. Burn-out. Voilà, exactement. Choses de ce genre. Ok. C'est des gens qui ont arrêté de travailler pendant de longues périodes ou pas forcément ? Cette typologie-là, en général, oui. Un psychiatre surtout, et Dieu sait qu'il en manque, mais qui ont besoin de phases. De toute façon, on ne pourra pas les mettre à l'emploi. Ils auront besoin de cette période-là. De phase de réadaptation. De reconstruction. De reconstruction, de confiance en soi. Carrément. Quel accompagnement, justement, vous pouvez mettre en place pour les aider à réintégrer le marché de l'emploi ? Alors, on reste une agence d'intérim. Donc, ma collègue Marina Sebron est chargée de recrutement et d'accompagnement. À la fois, nous, on les accompagne au moment où on les a au téléphone la première fois, là où on détecte des compétences, parce qu'on est à la recherche de compétences. Bien sûr. Et après, on les reçoit en rendez-vous sur un accompagnement d'1 heure, 1 heure et demie, en fonction du profil. Donc là, on va, si je pourrais dire ça, on va les creuser. Et à la fois le parcours antérieur, professionnel, ce qu'il s'est passé dans la carrière de cette dame ou ce monsieur, et puis ses envies et ses potentiels. Est-ce qu'il veut faire ça, mais est-ce qu'il peut, et comment il peut y accéder. Donc on a cette phase administrative qui reste logique, mais on a la partie parcours pro, et j'insiste bien, on leur demande d'abord ce qu'ils ont fait et ce qu'ils veulent faire, et après, comment on peut l'atteindre, ce qu'on appelle donc les contraintes. On n'emploie pas le mot handicap quand on est en entretien, mais quelles contraintes vous avez ? Et certains en auront, d'autres pas. Est-ce qu'ils les identifient ? Est-ce qu'ils sont conscients ? Alors, ça c'est l'expérience, c'est le métier, c'est d'aller repérer le capital confiance qu'a le candidat en se disant certes, j'en ai, mais je ne le dirai pas. D'accord. Parce que je ne veux pas le dire, sinon je vais encore me griller une nouvelle fois. Sauf que même si on sait que là, on est dans une agence qui, a priori, est bienveillante, qui va faire en sorte que... Et là, on gagne un max de temps, du coup. Parce qu'on rentre dans cet univers avec un H comme handicap. Donc, du coup, c'est une histoire d'hommes et de femmes et de discussions qu'on peut avoir. Et quelquefois, on
sorte que la parole soit un peu plus libérée. Et oui, on assiste à des parcours de vie impressionnants. Est-ce que Pinterim a vocation aussi à encourager, à tenir la main, à aller jusqu'à présenter le candidat dans l'entreprise ? Alors, pas à chaque fois. S'il est nécessaire, l'accompagnement qui était à peu près évalué à entre 4 et 5 heures par candidat au moment où on l'a en contact et au moment où on le met en mission, voire une deuxième mission, oui, ça fait partie de la phase. Si on sent qu'il faut un coup de pouce, il faut accompagner le candidat avec le recruteur parce qu'il y avait des contraintes qui étaient identifiées et une adaptation nécessaire, à nous d'aller vérifier qu'elle est bien là, qu'elle existe. Sinon, la mission, elle est vouée à l'échec. Si on avait commandé un fauteuil ergonomique pour quelqu'un qui était sur du tertiaire, et s'il n'y est pas, le fauteuil, ça ne va pas le faire. Donc oui, on a ça, mais je vous le dis clairement, pas à chaque fois. Mais quand il faut, ou moi ou ma collègue, on se déplace. Est-ce que pour les candidats, le fait que ce soit des missions intérimaires, ça fait moins peur en termes d'engagement ? On se dit, bon, c'est comme un test, comme un essai, ou est-ce qu'il y a cette même pression ? Alors, on n'est pas dans le sujet d'avant sur l'engagement des jeunes. On est souvent quand même avec des gens qui n'ont pas forcément le choix. Et l'intérim reste quand même... Subi ? Oui, bien sûr subi. Mais l'intérim reste quand même un moyen d'aller, et même si on ne le vend pas comme ça aux employeurs, ce n'est pas un test forcément, mais pour eux, ça peut l'être. C'est-à-dire, je pense que je peux lever un poids de 10 kilos, est-ce que je vais réussir à le faire ? Ça peut faire office de tremplin. Ça peut, et c'est l'objectif de la structure. Elle n'est pas de garder des intérimaires pendant 10 ans, c'est bien de les remettre sur le chemin du travail et au bout d'un moment qu'ils soient embauchés. Je voulais vous faire réagir, Romain Barraud, à quelques chiffres. 67% des recruteurs considèrent que l'embauche de personnes en situation de handicap est difficile. 35% estiment pourtant que leur insertion est aujourd'hui une priorité pour les entreprises. Il y a comme un paradoxe entre cette envie d'inclusion et puis les contraintes qui sont réelles ou imaginées d'ailleurs. Mais quels sont les freins selon vous qui avez l'habitude de côtoyer les entrepreneurs, quels sont les freins à l'inclusion, à l'insertion de personnes en situation de handicap ? Alors, je pense que c'est la méconnaissance du handicap en général, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des a priori que l'on a sur les personnes en fauteuil et autres. Donc on ne pense pas que quelqu'un qui a un problème d'épaule est classé dans la case handicap. Donc du coup, on ne pensait pas qu'on pouvait s'ouvrir à ces gens-là. Après, au niveau des statistiques, 35%, moi je trouve que c'est pas assez d'avoir une intention. 67% que ça soit difficile. Oui, c'est difficile parce que c'est pas aussi simple qu'un candidat, j'allais dire, ordinaire, mais à nous après de communiquer sur le fait que seulement 10% des postes nécessitent une adaptation. Et après, je pense, c'est lié aussi à la formation, ou au moins la grosse information des managers, qui eux n'ont pas forcément été formés pour accueillir ce public. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et quoi, ils sont pas assez ouverts ou pas assez rassurés ? S'ils ne vivent pas avec leurs proches ce rapport au handicap, c'est le total inconnu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait pas qui. Et je ne vous parle pas des handicaps à 90% invisibles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la différence entre deux salariés. Il tant est qu'il y en a un qui peut avoir à un moment un degré de fatigabilité et pas l'autre. Et il faut le prendre en compte ou pas. Et est-ce que d'ailleurs, c'est pas toujours eux qui choisissent, des fois c'est le patron aussi qui dit j'aimerais qu'on puisse intégrer, et puis est-ce que vous êtes confronté à ça aussi, c'est-à-dire qu'un manager qui dit bah oui tu veux qu'on intègre, mais c'est moi qui vais devoir gérer ensuite après, c'est ça. Et je vois pas comment le faire en fait, je n'ai pas la solution. C'est ce qu'on se disait la dernière fois, c'est souvent subi, c'est-à-dire qu'on peut objectiver même un manager sur ses recrutements parce qu'on a ce fameux 6% à atteindre pour les entreprises de plus de 20 salariés. C'est ce que la loi en OETH, donc en obligation d'employabilité. Mais si on a ce challenge-là en tant que manager, il faut qu'on ait les outils pour. Donc les outils avec les organismes de l'emploi comme Cap Emploi qui peuvent nous aider, la GFIP. Mais l'employeur, lui, il a fait, j'allais dire, une partie de son travail. Vous pouvez vous ouvrir au handicap, parce que moi, je pense que ça fait partie de mes valeurs et de mon obligation, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, voilà comment je vais vous y aider à accéder à ce public-là, en s'ouvrant avec des structures
comme la nôtre ou d'autres, en sensibilisant. On fait de la sensibilisation au handicap pour dédramatiser aussi ce qui est tout ça. Donc, on ne va pas dans n'importe quelle entreprise, c'est sûr. Il faut qu'il y ait une première ouverture. Et puis, en général, quand on prend le sujet à bras-le-corps, ça fonctionne. C'est-à-dire que les chiffres sont là, le taux, du coup, augmente sensiblement. Est-ce que les managers qui prennent justement le parti de se dire on va essayer de recruter, se posent aussi la question de comment ça va avoir de l'influence sur le reste de mon équipe. Si je crée des aménagements spécifiques pour l'un, est-ce que ça va être bien perçu par les autres? Est-ce qu'ils vont comprendre que éventuellement je leur ai refusé quelque chose il y a quelque temps? Enfin, est-ce que on se pose aussi ces questions? Ça peut faire jurisprudence dans des entreprises. On a eu le cas de pause obligatoire pour notre en l'occurrence intérimaire et aucune pause dans l'entreprise. Ouais. Donc ça met un peu le bazar. Ça peut mettre un peu le bazar si on n'y met pas les formes. Et ça peut faire avancer la prévention aussi. Et voilà. Et après, sur l'adaptation au poste, on est soit dans un phénomène de préventif ou curatif. C'est-à-dire que je viens aider mon salarié qui a mal à l'épaule ou le salarié que je vais embaucher qui a mal à l'épaule et celui qui demain aura peut-être certainement mal à l'épaule. Donc on a une part quand même de préventif pris en charge par les entreprises qui ont du mal à recruter. C'est-à-dire que c'est un métier entre guillemets pénible. Eh bien comment je fais pour qu'il le soit moins et dans ce cas-là, comment je fais pour limiter mes licenciements? Parce que ça coûte très cher de licencier, et beaucoup plus cher que de mettre en place, une ventouse pour aller lever des ouvertures, des menuiseries avec vitrage, etc. Ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça profite à l'un et à l'autre. Et ça, il faut en être conscient et surtout le quantifier. C'est pas facile à quantifier. Chez Up Intérim, vous proposez des missions de tout genre, Romain Barraud, avec des secteurs en particulier ou c'est assez ouvert? Alors, on est une structure, vous avez compris, c'est une niche. On n'a pas 500 intérimaires en place. À caser, non? Voilà, donc c'est déjà une niche. Donc du coup, il faut qu'on s'ouvre à tout. Pour un moment, en tout cas, on va s'ouvrir aux secteurs d'activité qui seront en corrélation avec nos compétences, vu qu'on est en recherche de compétences avant tout. Donc soit on attend le besoin et on propose le candidat, soit on a le candidat et ses compétences et on va le pousser, comme on dit, faire une promotion de profil auprès des entreprises en disant allez-y, là j'ai quelqu'un qui a une vraie compétence et on va plus loin que le CV. C'est-à-dire qu'on arrive à décrire qui est la personne, parce qu'au bout d'une heure et quart, quand on discute avec quelqu'un, et si on est professionnel, on arrive à repérer quand même des choses qui ne se marquent pas sur un CV. Donc ça, on fait ça pour l'employeur. Et puis, après, c'est le candidat. C'est le candidat qui nous amène le secteur d'activité. Donc oui, principalement, nous, dans le tertiaire sur Angers, parce qu'on a des grosses entreprises bancaires, organismes bancaires ou d'autres grosses structures qui nous ont suivis dès le départ, qui sont hyper satisfaits. Mais après, on a d'autres secteurs. Là, aujourd'hui, en direct, on cherche 4 personnes pour les espaces verts. Et on ne trouve pas. Bon, l'appel est lancé. Ça, c'est une bonne chose déjà. Si jamais ça sert à ça, la radio. Une RQTH et puis... Et rapidement, mais on l'a déjà un petit peu explicité, mais qu'est-ce qui fait que les entreprises font appel à vous, se tournent vers vous? Bon, il y a la loi, évidemment, il y a la réglementation qui oblige celles qui ont plus de 20 salariés à avoir au moins 6% de leur effectif en reconnaissance travailleurs handicapés. Il y a toute la marque RSE, j'imagine. Il y a le marché de l'emploi qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter. C'est tout ça? Oui, c'est tout ça. C'est ce que j'allais vous dire. La RSE est soigner son image. On peut la soigner de différentes manières, écologiquement. Au niveau de l'inclusion, c'en est une. Pour du recrutement classique, c'est-à-dire que j'ouvre les portes à n'importe qui parce que j'ai envie de recruter et je n'y arrive pas. Il y a aussi ce phénomène-là. Quand tout va bien, je me débrouille seul. Et quand c'est plus compliqué, j'ouvre les possibilités de recruter un autre public. Et après, je pense que dans la plupart des cas, c'est lié à un homme ou une femme qui porte ces valeurs-là et qui impulse, et parce que dans son premier cercle, il a quelqu'un qui vit ça et qui se dit demain je peux le vivre, donc il n'y a pas de raison que je ne les intègre pas. Et quand c'est ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, en l'occurrence, pour moi, qui suis après dans un terrain plutôt conquis.
Romain Barraud, vous restez avec nous, je vous redonne la parole dans un instant, juste après l'intervention de Benoît Ravelot qui nous a rejoint. Bonjour Benoît. Bonjour Bastien. Vous êtes vice-recteur de l'Université catholique de l'Ouest, je le rappelle, titulaire de la chaire Ressources humaines. On va parler des dilemmes éthiques avec vous. Est-ce que les propos justement de Romain Barraud constituent à vos yeux un bon exemple des dilemmes éthiques auxquels sont confrontés les responsables RH ? Tout à fait, Bastien. Dans les services ressources humaines des entreprises, il y a des décisions qui se prennent tous les jours, qui sont cruciales pour les personnes concernées dans le domaine du recrutement, pour le licenciement, les mesures disciplinaires, la promotion, etc. Et parfois, ces décisions elles sont dans une zone grise, à la croisée des chemins de l'éthique et de la législation. Vous pouvez nous expliquer ça ? Eh bien, les managers RH se retrouvent parfois face à des dilemmes éthiques qui comportent des questions délicates, même existentielles. Lorsqu'il s'agit par exemple d'intégrer des personnes en situation de handicap, comme on l'a vu, d'un côté, il y a les engagements de l'entreprise en faveur de la diversité et la loi avec la nécessité de respecter les quotas de recrutement, mais de l'autre, il y a aussi les contraintes opérationnelles et les préjugés encore tenaces. Imaginez-vous, cher auditeur, à la place d'un DRH. Vous avez un poste à pourvoir qui requiert une certaine mobilité physique. Un candidat se présente, compétent, motivé, mais en fauteuil roulant. Comment décider ? Les valeurs d'inclusion et d'égalité doivent-elles primer sur les besoins opérationnels immédiats ? Alors comment on reconnaît, Benoît, une situation de dilemme éthique ? Disons de façon générale que c'est un cas de conscience morale où une personne doit choisir entre plusieurs actions, toutes justifiables, mais aucune solution n'est pleinement satisfaisante sur le plan éthique. Un décideur rencontre un dilemme éthique quand 3 conditions sont remplies. Il doit faire un choix entre plusieurs options. Au moins une option a des conséquences négatives pour l'autre, pour autrui. Et sa prise de décision implique des considérations éthiques. Prenons un exemple simple. Vous êtes responsable RH et devez décider si vous allez informer un salarié que son poste est en danger à cause de restructuration possible à l'avenir. Si vous lui dites, vous lui donnez une chance de se préparer ou de chercher un autre emploi, si vous gardez le secret, vous évitez de créer une panique inutile. Que feriez-vous ? Dilemme éthique, n'est-ce pas ? Et les dilemmes éthiques en RH ne s'arrêtent pas là. Ils surgissent dans des situations de discrimination potentielle, des problèmes de confidentialité de données personnelles, de gestion de conflits d'intérêts, ou encore dans le cadre des licenciements économiques. Par exemple, lors d'un plan social, faut-il privilégier l'ancienneté du salarié, sa situation familiale, ou seulement considérer les compétences dont l'entreprise a besoin ? Comment, par ailleurs, gérer les cas de harcèlement moral ou sexuel, tout en respectant la présomption d'innocence ? Eh bien, le fait qu'un manager sache déceler l'existence de ces dilemmes éthiques constitue, selon moi, déjà en soi la preuve qu'il prend ses responsabilités au sérieux. Et alors, comment on fait pour résoudre ces fameux dilemmes éthiques ? Il n'y a pas de réponse simple, évidemment. Les dilemmes moraux ne se résolvent pas, ils se surmontent, écrivait Albert Camus. Quelques pistes, cependant. Certaines entreprises choisissent, par exemple, d'établir une charte éthique, guidant les actions et des décisions des responsables RH. Ensuite, la formation continue à l'éthique pour les responsables RH est sans doute aussi cruciale. Connaître les lois, comprendre les enjeux sociaux et maîtriser les outils de médiation sont des atouts indispensables. Mais, disons-le tout net, les dilemmes éthiques ne se résolvent pas seulement par des chartes ou des codes de déontologie. Cela passe surtout par la réflexion éthique et le dialogue. Rappelons que ce qui est légal n'est pas nécessairement éthique. C'est pourquoi une autre piste consiste à encourager le dialogue et l'analyse au sein de l'entreprise afin de mieux gérer ces dilemmes. Créer des comités d'éthique ou réfléchir en groupe à ces situations complexes est utile. Lorsqu'on ne sait pas quoi faire, la réflexion éthique peut venir appuyer ces décisions. En particulier, afin de valider la qualité de sa décision, il est utile que le manager puisse se poser 3 questions. Première question, serais-je à l'aise, après coup, pour défendre ma décision publiquement si j'ai à le faire ? Deuxième question, ma décision pourrait-elle servir d'exemple dans une situation semblable ? Troisième question, est-ce que je considérerais ma décision comme un bon choix si c'était moi qui en subissais les conséquences ? Et on devrait tous se poser ces questions. Un mot peut-être pour finir ? Oui, pour résumer, disons que la gestion des dilemmes éthiques nécessite une combinaison de valeurs fortes de formation et de dialogue. Ce qu'affirmait à sa manière Jean-Paul Sartre lorsqu'il écrivait, je le cite, « L'éthique commence quand on se soucie de l'autre plus que de soi-même ». Benoît Ravelot, recteur de l'Université catholique de l'Ouest. Merci beaucoup pour ce mot. Peut-être ça vous fait réagir, Romain Barraud. Est-ce que les dirigeants que vous rencontrez, vous avez l'impression qu'ils sont un peu dans cette situation parfois de dilemme éthique ? Et oui, parce qu'ils sont dans la justification. Donc, alors surtout les DRH, qui est notre
en général notre premier interlocuteur. Oui. Si ça ne vient pas de l'employeur, ils se disent, voilà, comment je vais pouvoir faire en sorte d'expliquer aux différents services qu'on est dans une espèce de mouvance où il faut intégrer des personnes en situation de handicap. Ça peut être un dilemme ou pas. Tout dépend comment on l'amène et comment on le porte au sein d'une équipe ou au sein d'un service, quelquefois de 2 ou 3 personnes. Hein. C'est évident que sur des grosses structures, j'allais dire, ça va moins se voir. Mais dans une petite équipe, un fauteuil roulant qui rentre dans un bureau, oui, les gens ne sont pas habitués à ça. Il n'empêche que c'était une prise de décision du DRH d'intégrer ces personnes-là. Et en même temps, ça peut être très très bénéfique. On voit souvent des solidarités qui se créent dans les équipes qui intègrent des personnes différentes, hein, quel que soit handicap ou pas handicap d'ailleurs. Hein. Et ça ne vient pas de nous, c'est vraiment des témoignages de DRH qui m'ont dit mais ça a amené un esprit de solidarité où le collègue qui était réputé pour celui qui se plaint un peu régulièrement le lundi matin ou autre, qui a mal au doigt, eh bien... a tendance à se taire parce que je dis bon, j'ai pas quand même ce passif derrière moi, donc et puis je vais aider à transporter. On fait attention aux autres. Ah on était dans le thème du bien-être, ça fait partie aussi du bien-être. Est-ce que aujourd'hui Pintérimaire a suffisamment c'est pas le bon terme, mais rayonne auprès justement des dirigeants? Est-ce qu'on pense spontanément quand on veut recruter à votre agence? Alors non, parce qu'on ne serait pas que 2 sur Angers embauchés. Donc on est une jeune structure, d'être connue et encore reconnue. Donc j'essaie d'aller dans les. Je vous remercie de m'avoir invité dans les têtes de réseau, ce qu'on appelle les têtes de réseau, parce qu'on peut faire du porte-à-porte, mais c'est un sujet et on ne va pas dans n'importe quelle entreprise non plus. Donc non, on a besoin d'être connu, on a besoin de sourcer un maximum de candidats, ce qu'on a fait à Cholet la dernière fois sur un bassin où on n'était pas beaucoup présent. Il faut... Malheureusement, notre produit, ce sont l'humain et les compétences. 2000 candidats suivis depuis 3 ans, je crois. Oui, voilà, c'est ça. 2000 candidats suivis et 3000 candidats contactés parce qu'on ne rencontre pas tous les candidats. Il y a des gens qui sont trop éloignés de l'emploi et il y a d'autres phases et des partenariats à tisser avec des centres de formation. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à travailler encore au moment où on les a au téléphone. Et la notoriété se construira aussi parce que les expériences seront concluantes. Donc ça nécessite de bien, comme vous avez dit, en fait, finalement, de bien cerner le candidat que vous avez en face de vous et de ne pas le lancer n'importe où, n'importe comment. Ne vendre du rêve ni à l'employeur et ni au candidat. C'est-à-dire que si on le met, c'est qu'on a tout qui est uni pour que la mission elle se passe bien, sinon c'est un échec et un retour en arrière pour le candidat, c'est de reperdre de confiance et voilà, je vous passe toutes les étapes. Merci beaucoup Merci Romain à Boreau d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable d'agence chez Up Intérim, une agence recrutement 100% dédiée aux personnes handicapées implantée à Angers. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site internet up-interim.fr. Merci à vous d'être passé par notre studio. Merci également à David Mainfroy qui était à la technique et à la réalisation de cette émission, Olivier Amar qui m'a accompagné du journal des entreprises. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Le MagEco vous a été proposé par SolarBird, votre spécialiste des énergies renouvelables en Anjou.